Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a quelques news cette semaine-ci, c'est plus calme que la semaine dernière, vu que la semaine dernière c'était assez fou avec toutes les annonces. Mais on a quand même des assez grosses news, notamment on a enfin des benchmarks, genre non officiels, genre des benchmarks de reviewers pour les MacBook Pro. Et vous allez voir, il y a des sacrées performances. On a aussi quelques news au niveau de FIFA, genre le jeu qui n'appartiendrait plus à EA bientôt. Donc ça, c'est une assez grosse news parce que je pense que c'est l'un des plus gros jeux que EA n'ait jamais fait. C'est aussi l'un des jeux qu'ils ont le plus recyclé, certainement. Et puis d'autres petites news. Vous avez une table de matière dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Sautez vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Donc la première news de la semaine, c'est le fait que les nouveaux MacBook Pro, que ce soit le 14 et le 16 pouces, sont enfin dans les mains de reviewers. En réalité, ils les avaient déjà avant, mais maintenant, ils peuvent parler des performances. Et du coup, bon, bien évidemment, ça semble logique à dire, je sais très bien que les MacBook Pro, surtout ces MacBook Pro-là, ne seront pas pour tout le monde, surtout à cause du prix. Mais c'est quand même intéressant de voir justement le niveau de performance qu'a pu tirer justement Apple de ces deux MacBook Pro avec des nouvelles puces. Je vous rappelle le M1 Pro et le M1 Max. Alors, on n'a pas vraiment de chiffre de performance ici, mais on a des chiffres de performance assez intéressants de Dave Today. Je vous mettrai le lien dans la description vers sa vidéo, il en parle beaucoup plus. Notamment, on a des scores Cinebench. Donc ça parle déjà un petit peu plus parce que Cinebench, je vous rappelle, est un programme... Alors, c'est un benchmark qui utilise Cinema 4D, c'est ça, oui. Donc, ça utilise un programme de rendu 3D, basiquement, pour donner un indice de performance. Donc, c'est déjà beaucoup mieux que Geekbench, qui est plus genre théorique, on va dire. Donc là, notamment, on voit quand single core, le 16 pouces M1 Max fait 1521, le 14 pouces fait 1527, le M1 fait 1519, donc assez proche, ce qui est logique parce que la puce M1, je vous rappelle, est la même qu'au final le M1 Max, parce que le M1 Max c'est juste une version plus grosse, donc c'est logique qu'avec un seul cœur on a le même niveau de performance. Et pour information, un Core i7 dans un MacBook Pro de 2020 faisait 1087, donc ça vous donne un chiffre de comparaison ici. Après, c'est des scores Cinebench R23, donc vous pouvez les comparer avec tous les scores de Cinebench R23. Vous pouvez même le faire tourner sur votre machine pour voir les chiffres de performance que vous avez. Et en multicore, nous avons 12 380 de score pour la grosse puce. On a 8773 pour le M1 Pro, c'était 7758 pour le M1 normal et 7713 pour le MacBook Pro avec un processeur Intel. Et du coup, ben, déjà, je m'attendais à plus pour le M1 Pro. Alors, c'est la version la plus petite, il me semble d'ailleurs, mais je m'attendais quand même à plus. Le M1 Max, par contre, ben là, 12 380 de score, c'est beaucoup. C'est largement plus que le modèle, le Core i7. Après, tenez compte, alors je sais plus le score exact des dernières puces Ryzen mobile, mais je pense qu'elle se débrouille pas mal. En réalité, je vais aller voir vite fait. Ok, j'ai quelques scores ici sur NanoReview, peut-être pas le meilleur site pour comparer, mais juste pour voir un petit peu les scores. Donc notamment quelque chose qui fera à peu près le même résultat qu'on a vu sur cette puce M1, donc c'était 12 385. Du coup, si on descend vers quelque chose qui est à peu près au même niveau, 12 800, voilà, ce serait le Core i9 9900K, le Ryzen 7 4700G arrive à ce score-là, donc il faut quand même le noter. Là, on a un processeur mobile AMD, le 5980HS, qui est un modèle 35 watts. Et ça, c'est très important aussi à noter parce que la puce M1 Max, apparemment, peut monter jusqu'à 30-35 watts, si je me souviens bien. Donc, au final, c'est pas si loin. Et le score, genre 1 cœur, c'est 1535. Donc, encore une fois, c'est pas très loin non plus. Donc, les puces M1 de Apple sont très impressionnantes, mais vous voyez que, voilà, si vous les comparez vraiment, parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que, genre, Apple a toujours comparé à Intel, parce que c'est Intel qu'ils ont quitté, hein, au niveau processeur, et bah, Intel, ces derniers temps, ont un petit peu plus de mal. Donc, quand vous comparez à AMD qui fait mieux, clairement, surtout en efficacité énergétique, ça remet un peu plus les choses en contexte. Après, c'est sûr et certain, la puce M1 est plus efficace au niveau énergétique, je pense, que la puce d'AMD. Ça ne m'étonnerait vraiment pas, vu que déjà elle est en 5 nanomètres, comparé à du 7 nanomètres chez AMD, et surtout parce que les puces ARM sont plus efficaces toujours au niveau énergétique, donc yep. Mais bon, juste pour resituer ici. Mais ça veut dire quand même que cette puce
est littéralement l'une des plus performantes que vous pouvez avoir sur un ordinateur portable. Donc ça justifie déjà qu'elle soit dans un MacBook Pro pour justement des tâches professionnelles. Maintenant, il y avait aussi des chiffres de performance au niveau GPU, et ça, c'était le truc où j'étais assez impressionné, honnêtement. Alors, on s'attendait à ce que ce soit pas le GPU le plus puissant qui existe dans un ordinateur portable. Donc, le M1 Max, avec son GPU 32 cœurs, fait par exemple 83 FPS dans Tomb Raider, qui est un benchmark qui tourne en 1440p apparemment. Et une RTX 3060 de 70 watts, donc c'est pas la plus puissante, tenez-en compte. Par exemple, les 3060 peuvent monter jusqu'à 130 watts, donc voilà. Mais elle fait 79 FPS et une 3080, un modèle 100 watts, encore une fois, donc c'est pas le plus grand modèle, fait 112 FPS. Et puis on a d'autres benchmarks comme Aztec Swing de JFX Bench. Et vous pouvez voir ici que là, ça par contre, ça dépasse clairement la 3060 et la 3080. Après, ce benchmark-là est certainement beaucoup plus synthétique. Je considère que celui de Tomb Raider est déjà plus intéressant. On a aussi les Geekbench Compute, mais ça, voilà, Geekbench, c'est très théorique encore une fois aussi, mais comme vous pouvez voir, ça déconne pas comme GPU. Franchement, c'est des bonnes performances. Et je pense que là où c'est le plus intéressant, c'est que une 3060, oui, plus performante peut-être, ou pratiquement aussi performante, mais elle consomme 70 watts pour faire ce niveau de performance. La puce M1 de Apple, je suis pratiquement sûr que le GPU, à mon avis, était plus à 30, 40 watts ou quelque chose comme ça. Donc c'est très impressionnant, franchement. Maintenant, ce que j'attends vraiment, c'est des tests complets de personnes qui vont carrément mettre des sondes de température, des choses pour vérifier vraiment la consommation même du MacBook quand il est en train d'être utilisé, parce que c'est là vraiment qu'on va voir combien il consomme pour atteindre ce niveau de performance. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment comparer par rapport à d'autres machines. Mais une chose est sûre, c'est franchement très impressionnant. Après, encore une fois, c'est pas le niveau de performance le plus haut que vous pouvez avoir dans un ordinateur portable, mais vu le design compact et tout du MacBook, je pense que c'est franchement l'une des meilleures options que vous avez. Après, tenir compte qu'encore une fois, c'est une puce ARM, donc vous n'avez pas forcément tous les programmes que vous voulez qui tourneront dessus, et la plupart des jeux ne tourneront pas dessus, et ça, évidemment, ça peut être un problème pour ceux qui voudraient faire tourner les jeux. Après, c'est pas une puce faite pour faire tourner les jeux, c'est plus une puce pour faire des choses professionnelles, on va dire. Ensuite, on a une petite news rapide pour ceux qui, justement, regarderaient un peu les specs des MacBook Pro. Ils seraient en mode « Waouh, j'aimerais bien aussi, moi, un écran mini LED sur un ordinateur portable pour faire des tâches professionnelles, mais j'aimerais un PC Windows et j'aimerais un PC sans notch aussi. » Et bien, du coup, Lenovo a sorti un Legion Y9000K, vous voyez, 2021, qui a du coup un écran mini LED avec moins de zones que celui de Apple. Là, il y en a un peu plus de 1100, il me semble, ce qui est quand même très bien pour un écran de 16 pouces ici, 16 dixièmes aussi. Et comme vous pouvez voir, ils ont fait l'alternative à la notch. C'est une notch inversée pour abriter la caméra. Après, c'est aussi parce qu'il y a le design qui coupe un petit peu les coins. Mais bon, c'est juste pour vous illustrer qu'il y a une autre façon de faire, mais je pense qu'Apple n'aimerait pas trop cette façon de faire, mais bon. Et du coup, 16 dixièmes, c'est un écran évidemment, enfin c'est un ordinateur ici qui vise clairement le gaming, mais aussi la création de contenu. On a d'ailleurs une RTX genre 3080 si je me souviens bien, mais vous avez aussi 3060 et 3070. Et puis après, au niveau du processeur, vous avez des processeurs de chez Intel, donc c'est notamment le i7 1800H. 1800, ils ont dû se tromper, ça doit être c'est le 11800H normalement. Qui est un Weaker. Et c'est certainement les meilleurs processeurs de chez Intel, surtout qui sont en 10 nanomètres, donc ils sont vraiment efficaces, mais après ça ne vaut pas, selon moi, ceux de AMD, donc c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas aussi un modèle AMD. À chaque fois que je vois un ordinateur portable avec des specs, genre l'écran est génial là-dessus, il y a la carte graphique qu'il faut et tout, et puis après vous regardez le processeur et vous êtes en mode « Ah, ça aurait été un petit peu mieux avec un processeur AMD, parce que là, c'est genre... C'est bien, hein, mais... Yep, ça aurait été mieux. » Du coup, l'écran mini LED peut atteindre 1250 nits de brightness, donc il est certifié HDR1000. Donc honnêtement, ça devrait convenir largement pour la création de contenu, et surtout, ça devrait être génial pour les jeux vidéo. Donc yep, magnifique écran. Donc pour ceux qui se disent « Hey, le MacBook en quelque sorte est unique », il est unique sur certains points, clairement, surtout au niveau, je pense, de son efficacité énergétique.
Mais si vous êtes en mode, j'aimerais avoir les mêmes specs pour le même prix, parce qu'à mon avis, ça vaut le même prix que le MacBook Pro. Enfin, j'aimerais avoir les mêmes specs. J'aimerais avoir des fonctionnalités similaires, mais on va dire des specs plus véloces pour le même prix. Ben, vous avez des options qui existent toujours, même si ça aurait été mieux avec un processeur AMD. Ensuite, on a Google qui a sorti du coup Android 12 pour tous les Pixel 3 et au-dessus, donc Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 5, Pixel 5a aussi. Évidemment, je vous rappelle que le Pixel 6 est sorti. Il me semble que ça doit être, je regarde ma montre. Oh, je l'avais mis en mode nuit. On est le 25 aujourd'hui quand je tourne cette vidéo. Et elle sort le 25 aussi normalement. Il me semble que c'est le 27 qu'on aura des chiffres et tout ça sur le Pixel 6. Notamment, moi je suis très curieux de voir les performances de ce processeur et aussi l'efficacité énergétique. Donc le processeur Tensor de justement Google. Mais bon, d'ailleurs aussi pour ceux qui se demandent, j'avais dit que je le commanderais. Il n'est plus en stock. J'étais trop lent. Le pire c'est que j'étais là quand il est sorti, j'aurais pu le commander, mais j'étais en mode, je vais attendre de voir plus de chiffres dessus parce que bah, c'est ce que vous devriez toujours faire. Attendre de voir du contenu avant d'acheter quelque chose, juste pour vous faire un meilleur avis. Et du coup, j'ai attendu, et le temps que j'attende, ben, il n'y en avait plus en stock, donc yep. Il me semble qu'il y a toujours le Pixel 6 normal en stock, mais moi je veux le Pro parce que j'aime bien les gros téléphones, donc yep. Donc ma foi, j'ai juste continué d'attendre. Ça presse pas. J'upgraderai à mon avis de téléphone début d'année prochaine quand tout sera un peu sorti, tout ce qui est nouveau, et seulement s'il y a vraiment un intérêt, franchement, parce que bah, s'il n'y a pas d'intérêt, je vois pas l'intérêt justement d'upgrade. Mais bref, dans tous les cas, Android 12 est sorti sur tous les pixels à partir du 3, et ça c'est quand même cool à voir. Donc c'est-à-dire que si vous avez le bon vieux Pixel 3, vous êtes en mode hey, une bonne petite upgrade. Et je vous rappelle que normalement, je sais plus combien d'années ils promettent de mise à jour sur les pixels actuellement Google. Il me semble que ça doit être 4 ans, peut-être, oui. Bon, en tout cas, le Pixel 3 est assez vieux et comme vous pouvez voir, il a eu Android 12, donc c'est plutôt cool à voir. Donc ça, c'est quand même, ça reste un avantage, je dirais, de Google, même si les autres marques commencent à rattraper. Même Samsung commence à rattraper, c'est pour dire, donc ça va pas rester un avantage éternellement non plus, mais c'est quand même cool de voir que vous pouvez profiter des dernières nouveautés sur votre téléphone, même s'il a quelques années, justement. Bon, évidemment, à côté de ça, les fans Apple sont en train de rigoler vu qu'eux, ils ont les dernières versions d'iOS sur leur iPhone qui sont vieux de je ne sais combien d'années, mais bon, c'est pas grave. On a toujours une autre news au niveau de Google, mais là, ça concerne le Play Store et le partage de revenus. Je vous rappelle que Google, alors c'est un petit peu changé, mais Google prend toujours 30% des revenus sur les entreprises, en tout cas, qui font pas mal d'argent sur le Play Store, plus d'1 million en tout cas, ce qui est assez énorme. Donc imaginez, vous êtes en train de jouer à un jeu mobile, vous achetez quelque chose, un booster ou je ne sais quoi, dites-vous que 30% de ce que vous avez payé va dans les poches de Google et Google est en mode oh, c'était du travail dur, on mérite bien cette petite récompense. Donc oui, moi je trouve ça complètement abusé, mais bon, parce que à côté de ça, vous avez le service de jeu, eux ils ont aussi bien des serveurs pour faire tourner tout ça, c'est eux qui créent le contenu actuellement. Et eux, ils vont toucher 70%, donc c'est reste la majorité, mais ils ont fait tout le travail, donc bref. Je peux continuer de débattre ça pendant des heures. Moi, je trouve ça complètement fou qu'ils puissent garder autant d'argent pour basiquement aucun travail, mais bon. Et du coup, il y avait aussi au niveau des subscriptions, donc les abonnements. Un exemple, vous allez sur un service de musique, de streaming, vous prenez un abonnement sur l'application mobile, 30% allait à Google. Et jusqu'à maintenant, et je ne le savais pas, la première année, c'était 30% du coup qu'ils gardaient, chaque mois, 30% de votre paiement récurrent, allait dans la poche de Google, encore une fois, alors qu'ils foutent rien. Et au bout d'un an, il passait à 15%. Donc ça, je ne le savais pas qu'au bout d'un an, si votre abonnement à vous, à un an, ça passe à 15%. Maintenant, apparemment, ils vont passer directement à 15% pour justement être un petit peu plus logique, surtout que ouais, déjà, moi, je trouve ça encore une fois abusé qu'ils prennent 15% sur les abonnements, qu'ils prennent 15% sur le premier mois d'abonnement parce qu'ils ont fait de la pub pour l'application ou autre chose. Ok, peut-être. Mais qu'ils prennent 15% à vie, genre, vous prenez l'abonnement pendant 5 ans, ils continuent de prendre 15% 5 ans après, alors qu'aussi bien vous n'avez jamais interagi avec le Play Store, vous avez juste reçu des mises à jour, basiquement, et ça ne mérite pas 15% de revenus pour juste gérer ça, selon moi, mais bon.
c'est de la folie. C'est vraiment de la folie parce qu'à côté de ça, le service de streaming, ils ont des serveurs, ils doivent aller chercher les droits pour certaines musiques ou certaines séries ou je ne sais quoi. Et ils doivent faire tout le travail. Et puis vous avez Google qui est derrière. Là. Ouf, alors là, compliqué ce travail-là. On mérite bien 15%. On a hébergé votre APK. Et un APK, ça pèse 4 MO. C'est extrêmement dur à héberger. À côté de ça, ils ont YouTube qui est totalement gratuit. Vous pouvez héberger des vidéos en 8K. Donc, l'excuse de «Oh, ça coûte cher d'héberger le Play Store», non, pas vraiment. Je dirais même que le Play Store, c'est certainement l'un des trucs les plus faciles à héberger pour Google. Parce que la plupart des APK, c'est genre 10 MO à tout casser. Oui, il y a des jeux, par contre, certains jeux, c'est 1 giga. Waouh, là, ça devient un petit peu plus lourd, mais yep, faut pas déconner. Donc, ma foi, Google est un petit peu moins, on va dire, greedy, j'allais dire en anglais, mais je sais même plus le nom en français. C'est un peu moins, voilà. Et certainement, c'est dû au fait, pour ceux qui se demandent, il y a évidemment toujours pas mal d'actions en justice à ce niveau-là, que ce soit pour Google et même Apple. Il y a même d'ailleurs une news parallèle très rapidement. Apparemment, Apple a contesté la décision du juge où ils avaient techniquement gagné contre Epic parce qu'ils ne veulent pas la condition justement qui les force à accepter d'autres moyens de paiement sur leur plateforme. Donc, yep, c'est assez marrant. Genre, ils contestent une décision qu'ils ont techniquement gagnée pour essayer d'avoir un meilleur résultat, mais je suis pas sûr qu'ils vont avoir un meilleur résultat, honnêtement. Et du coup, Google, évidemment, fait ça pour se dire hey, regardez, vous gagnez plus d'argent, ne nous attaquez pas en justice, hein, merci d'avance. Parce qu'à mon avis, ils sentent que ça commence à se sentir mauvais pour eux. Ils se disent on va se faire rattraper par la législation, revenons en arrière maintenant, enfin plutôt diminuons nos revenus maintenant, en espérant que les gens se disent waouh, ils ont fait un geste, c'est génial, et du coup ils peuvent continuer pendant quelques années comme ça. Parce que s'il y avait une décision qui disait hey Google, oh, évidemment, j'ai dit les mots magiques. Chut, ah, j'ai activé le smart speaker aussi. Damn it. Bref. Voilà, je ne dis plus le nom maintenant. Donc, imaginons que s'il y avait une décision de justice qui leur disait tout de suite maintenant, vous devez accepter les moyens de paiement tierces. Je suis Netflix, j'ai le droit d'avoir mon propre système de paiement intégré. Et si j'utilise mon propre système de paiement, j'ai pas besoin de payer Google. Et ben là, il sera en mode on touche 0% maintenant. Évidemment, il pourrait toujours charger un petit truc pour que l'application soit sur le Play Store. Selon moi, c'est ce qu'il devrait techniquement faire. Mais bon. Après, il compare souvent par rapport à des trucs plus anciens, notamment les trucs de publication, par exemple de musique dans le temps, ou les trucs de publication de livres, ou autre chose, où là, évidemment, les publishers gardent des énormes pourcentages d'argent, mais c'est pas du tout la même chose, vous voyez. Donc, yep. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Mais bon, bref, on verra bien. Selon moi, c'est juste un effort vain parce que je dirais que le changement est en route. Et surtout, vous avez tellement de services comme Disney Plus et tout ça. Évidemment, ils veulent pas donner de l'argent comme ça à Google juste parce qu'ils ont littéralement rien foutu. Donc, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir continuer de se la jouer. On touche 15% sans rien faire très longtemps. Sûr et certain. Bon, après, évidemment, les décisions de justice prennent du temps des fois. Ensuite, on a une news au niveau de Windows 11, encore une fois, par rapport à la semaine dernière. Le fameux patch qui fixe les problèmes de performance est sorti dans le canal de mise à jour de Windows 11. Et surtout aussi, vous avez AMD qui a sorti un nouveau driver pour les chipsets. Donc, c'est le driver que vous téléchargez selon votre carte mère. C'est très important de le télécharger, de l'installer si vous ne l'avez pas encore fait d'ailleurs. Et du coup, ils en ont sorti un dernier qui est la version... Qu'est-ce que c'était la version? Je ne sais même plus. Bref, ils ont sorti une nouvelle version, c'est la dernière pour Windows 11 de toute manière, qui fixe certains de ces problèmes de performance. Je dis certains parce qu'il y en a peut-être d'autres qu'on ne connaît pas encore. On ne sait jamais avec Windows 11. Et du coup, oui, ça devrait fixer les problèmes. Après, certaines personnes, je le sais, ont mis des commentaires, ils ont dit « Hey, moi, j'ai pas eu de problème, donc voilà. » Mais yep, au moins, vous êtes sûr. Si vous faites cette mise à jour... vous serez sûr au moins de ne plus avoir de problème de performance. Et pour ceux qui attendaient pour passer à Windows 11, ben voilà, il y a un bug en moins. Après, il y en a toujours un petit peu. J'ai notamment un bug.
J'ai mis Windows 11 sur ma table de bench pour tester les CPU. Je me demande bien pourquoi je fais des tests CPU en ce moment. Bref, du coup, j'ai un bug bizarre où j'ai un petit écran externe 15 pouces, très portable. J'ai une vidéo qui arrive sur ce sujet-là d'ailleurs. Et j'utilisais ça, branché dans l'ordi, ok, génial. Et puis, j'ai voulu le mettre, alors c'est un écran 120 Hz, donc j'ai voulu le mettre à 120 Hz. Et puis d'un coup, j'ai eu un écran noir. Et j'étais en mode, ok, bizarre. J'ai branché un autre écran en même temps. Et là, du coup, ça revient. Bon, ok. Et maintenant, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai les deux écrans de branchés, ça marche. Si je débranche le gros écran, on va dire, et qu'il reste plus que le petit écran passe au noir et je ne vois plus rien et je ne sais rien faire. Et si je rebranche le gros écran, le petit écran se réallume. Et je suis en mode what? Donc je comprends pas. S'il y a quelqu'un qui a le même bug et qui a peut-être trouvé une solution, merci d'avance de le dire. Mais ouais, comme vous pouvez voir, il y a encore des bugs sur Windows 11. Donc attendez encore un petit peu. Moi je le dis toujours, ça ne sert à rien de rusher dessus. Attendez encore, je dirais, un petit mois. Un petit mois, il y aura déjà pas mal d'autres bugs qui seront fixés. Et après, vous pourrez passer dessus si vous voulez vraiment. Mais sinon, attendez que ça apparaisse dans votre canal de mise à jour Windows 10 qui vous dit « Hey, il est l'heure de mettre à jour vers Windows 11 et faites la mise à jour à ce moment-là. » Ça vaut largement mieux. J'ai aussi toujours le guide d'installation de Windows 11 à faire. Et d'ailleurs, je suis toujours aussi en train de tester. Je ferai une petite vidéo courte là-dessus parce que c'est intéressant. Je passe en full écran pour ça. Donc ça, c'est une idée de vidéo que j'ai... Enfin, c'est une idée de vidéo. C'est une vidéo qui va arriver. C'est quand est-ce que vous gardez votre licence Windows 10 sur Windows 11. Donc notamment, oui, si vous faites la mise à jour, vous la gardez. Mais si vous faites une réinstallation complète sur même un autre SSD, ce que j'ai fait, est-ce que vous gardez votre licence? La réponse est oui, je l'ai fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est pas une mise à jour que j'ai fait. J'ai retiré le SSD avec Windows 10. J'ai mis un nouveau SSD. J'ai installé Windows 11 et j'avais toujours ma licence. Après, j'utilisais un compte Microsoft, il faut le préciser. Et le dernier test que je vais faire, que je n'ai toujours pas la réponse, c'est est-ce que je peux utiliser une clé Windows 10 pour activer Windows 11? Et une fois que j'aurai tout testé, je vous ferai une petite vidéo résumée. Le but aussi de cette petite vidéo résumée, c'est juste d'avoir une vidéo qui est facile pour les gens de trouver. Vous voyez, ils recherchent sur YouTube, est-ce que je garde ma licence Windows 10, blablabla. Et ils tombent là-dessus, vous voyez? Ça semble logique. Donc, je ferai une vidéo là-dessus. Ce sera une vidéo très courte où je donnerai juste basiquement 3-4 réponses. Et quelques petits conseils vite fait, notamment genre lier un compte Microsoft, ne pas changer de carte mère entre-temps, parce que c'est lié à la carte mère pour ceux qui se demandent. Vous pouvez changer le processeur, vous pouvez changer la carte graphique, vous pouvez changer la RAM, vous pouvez changer votre stockage, mais vous ne devez pas changer la carte mère. C'est très important. Bref, je ferai une vidéo sur le sujet. Et au parallèle, une petite news par rapport à Windows 10. Vous avez une grosse update qui arrive, l'update de novembre, donc la 21H2 de Windows 10 qui va arriver. Du coup, il y en a qui vont se dire, mais ils continuent de mettre à jour Windows 10 et ils vont continuer de le mettre à jour, surtout au niveau sécurité, évidemment, jusqu'à 2025. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour ceux qui voudraient continuer d'utiliser. Mais d'un point de vue fonctionnalité, c'est peut-être la dernière grosse mise à jour, on verra bien. Il y avait aussi un truc, et c'est ça que j'en profite d'en parler, je l'ai appris personnellement, je ne le savais même pas, qu'ils veulent amener aussi le nouveau Microsoft Store sur Windows 10. Ce nouveau Microsoft Store, d'ailleurs, n'est toujours pas présent sur Windows 11, pour ceux qui se demandent. Si vous avez déjà Windows 11, vous avez dû le remarquer, vous lancez le Microsoft Store, c'est exactement le même. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, parce que il est horrible de tous les stores, je le dis vraiment, de tous les stores que j'ai utilisés. Même Uplay, même Uplay Origin, le Microsoft Store est le pire. Il est horrible. Je ne sais pas pourquoi, après autant d'années, il n'a toujours pas changé. Je ne sais pas pourquoi Microsoft s'est dit que c'était une bonne idée de sortir une telle bouse, franchement, mais il est horrible. Il a des problèmes de téléchargement, il y a des problèmes de licence. C'est juste une bouse. C'est vraiment une bouse. J'évite de dire des mots plus... Voilà, démonétisant, mais yep, c'est vraiment ça. C'est vraiment une bouse. Donc, si vous êtes sur Windows 10, vous êtes en mode je veux le nouveau Microsoft Store avec les applications Android. Alors, je ne sais pas si vous aurez les applications Android sur Windows 10, mais en tout cas, vous aurez le nouveau Store. Donc, réjouissez-vous, ça arrive. Et j'espère que ça va arriver très vite, parce que honnêtement, j'en ai marre de ce Microsoft Store. Ensuite, on a une news au niveau du fait que vous pouvez maintenant jouer à vos jeux Steam
sur votre Xbox avec GeForce Now, donc avec un service de streaming. En fait, c'est dû au fait que maintenant, le navigateur sur la Xbox a été update vers la dernière version de Edge, et donc Chromium, et donc vous avez le support de pas mal de choses grâce à ça, parce que Chromium est beaucoup plus, genre, permet de faire beaucoup plus de choses que les anciennes versions de Edge. Je vous rappelle qu'il n'était pas basé sur Chromium, et donc notamment, mais vous avez GeForce Now qui peut tourner sur justement Chromium et donc sur Edge aussi. Et ça vous permet de jouer à tout votre catalogue de jeux Steam. Parce que GeForce Now, je vous rappelle que le principe, c'est vous payez... Alors, vous avez une option gratuite, mais vous payez un abonnement. Mais vous pouvez jouer à tous vos jeux que vous avez déjà, qui vous appartient. Vous connectez votre compte Steam et puis vous dites, ah, tu peux jouer à ça, 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 ça. Et vous y jouez. Donc, basiquement, vous payez juste pour le service, pas vraiment pour les jeux. Ce qui est plutôt cool selon moi. Et du coup, yep, si vous voulez le faire, ça peut être intéressant, franchement. Là c'est l'un des cas où le streaming de jeux vidéo, selon moi, est intéressant. Parce qu'il y a des gens qui sont en mode, j'ai pas envie de payer un PC de jeu. Ça coûte trop cher. Ou j'ai pas la place d'avoir un PC de jeu, juste ma petite Xbox à côté de ma TV. Mais là, vous pouvez être en mode, oh, il y a un jeu intéressant qui est sorti sur Steam. Il est supporté sur GeForce Now. Vous prenez un abonnement 1 mois, vous y jouez, tranquille, c'est votre jeu en plus, il vous appartient toujours dans le futur. Il faudra l'acheter aussi, évidemment, le jeu. Et puis après, quand vous l'utilisez plus de trop, vous arrêtez l'abonnement. Ou alors, peut-être que vous gardez un abonnement tout le temps parce que vous jouez de temps en temps à des jeux PC sur votre Xbox. Donc, yep, moi, je trouve ça vraiment génial. Ce ne sera pas pour tout le monde, évidemment, mais c'est plutôt génial. Et je rappelle aussi que les Xbox maintenant supportent les claviers et les souris normalement, donc ça devrait aussi tourner. Je pense qu'il y a une vidéo à faire là-dessus. J'y regarderai, il y a pas mal d'autres contenus que je dois finir d'abord, mais j'y regarderai quand même un peu parce que ça, c'est quelque chose que je suis en mode, hey, ça, c'est une utilisation pour le streaming de jeux qui marche à l'heure actuelle, qui a un intérêt. Vraiment, pour beaucoup de gens même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des Xbox et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément un PC et une Xbox en même temps et qui ont la Xbox. Donc, yep, ça peut être très intéressant selon moi. Ensuite, on a une news au niveau de FIFA et de EA qui était une news assez surprenante, mais apparemment, les droits d'utilisation de la licence FIFA, donc le nom ici qu'on parle, va bientôt expirer pour EA. Et la FIFA, ou plutôt c'est EA qui a décidé de ne pas renouveler parce que la FIFA demandait beaucoup d'argent en réalité. Il me semble que c'était un truc comme ça. Bref, dans tous les cas, bientôt, le jeu FIFA en quelque sorte n'existera plus. EA va le renommer dans un autre nom. Donc ce sera toujours basiquement le même jeu, tenez-en compte. Mais il va avoir un autre nom. Et du coup, pour ceux qui se disent, du coup, il y aura des jeux FIFA quand même. Le truc, c'est que d'autres développeurs vont pouvoir acheter la licence pour faire des jeux FIFA. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir un renouveau FIFA. Ça peut être intéressant. Je m'attends pas non plus à des trucs incroyables parce qu'à mon avis, les autres entreprises qui vont acheter la licence vont faire un peu la même chose que EA parce qu'ils vont se dire le nom vaut de l'argent parce que les gens le reconnaissent. Du coup, on va leur donner quelque chose de similaire, comme ça ils seront contents. Donc je m'attends pas non plus à de gameplay radicalement différent, mais peut-être on va enfin avoir quelque chose de différent qui pourrait être intéressant enfin avec la licence FIFA, même si j'espère pas trop. Mais bon, je trouve ça assez intéressant parce que c'est littéralement, il faut le savoir, la plus grosse licence de EA. Genre c'est ce qui leur a rapporté le plus d'argent certainement pendant toutes ces années. Et ils le perdent. Donc, yep, c'est pas historique, mais c'est quand même assez notable. Surtout que je pense que je ne suis pas le seul entre les personnes qui regardent ces vidéos et moi-même, je ne suis pas le seul à penser que EA est certainement l'une des pires entreprises qui existent au niveau des jeux vidéo. Yep. Donc, je suis plutôt content de les voir perdre quelque chose. Et yep, c'est à peu près ça, franchement. Et enfin, la dernière news de la semaine, ça concerne SpaceX. Ça faisait un petit moment que je n'avais plus parlé de SpaceX, mais je tiens à préciser que je continue de suivre de très près ce qu'ils font, notamment au niveau d'évidemment Starship, qui est leur nouvelle fusée qui leur permettra certainement d'aller sur Mars. Donc ça, c'est plutôt cool. Et qui sera aussi la première fusée entièrement réutilisable sur Terre. Donc ça, c'est aussi extrêmement cool. Et du coup, il y a quelques news, notamment le fait que, bon, actuellement, ils sont en train d'attendre l'approbation
de l'agence du FAA, oui, donc l'agence tout ce qui est genre spatial et aéronautique. Donc ils attendent l'autorisation pour pouvoir faire leur premier vol orbital, donc lancer une fusée en orbite autour de la Terre. Parce que jusqu'à maintenant, ils ont fait du sous-orbital, donc juste à très haute hauteur, très haute altitude. Donc par exemple, le plus haut qu'ils ont fait, c'était 12 km, il me semble, oui. Donc ils attendent toujours l'autorisation. C'est en mode commentaire public pour le moment, donc en gros, les gens peuvent commenter, dire non, je ne veux pas qu'ils fassent ça, ou moi je suis pour, moi je suis contre. Et après, eux, ils évaluent les commentaires et puis ils donnent l'autorisation, basiquement. Donc ça va prendre encore du temps. Le plus tôt, franchement, qu'on pourrait voir un lancement, je dis bien le plus tôt, ce serait genre fin novembre. Et c'est genre, si toutes les étoiles s'alignent et tout ça, tout marche parfaitement, ce serait fin novembre. Mais c'est impossible que ce soit fin novembre. Décembre, ce serait déjà incroyable aussi, mais moi je pars plutôt vers, allez, janvier 2022, je pense. Mais on verra bien. Peut-être que je me trompe totalement et qu'ils vont avoir toutes les étoiles qui s'alignent et ils y arrivent. Ce serait génial, franchement. Mais bon, pendant ce temps-là, du coup, forcément, ils peuvent continuer de travailler. Donc, ce qu'ils ont surtout fait, c'est essayer de finir le pad de lancement. Donc, notamment, ils avaient besoin de la ferme à carburant et comburant qui doit être terminée. Donc, tout ce qui maintient l'oxygène liquide, le méthane liquide qu'ils utilisent pour la fusée, mais aussi du nitrogène liquide et d'autres petits gaz par-ci par-là qu'ils utilisent. Donc ça devait être fini. C'était quelque chose de très, très massif à faire parce que, l'air de rien, je ne sais pas si vous savez, mais genre Starship utilise pas mal de carburant, donc forcément il faut en stocker pas mal sur le pad à côté et qui est prête, injectée dans la fusée quand elle va décoller. Donc, c'est quelque chose de très complexe. Il y a aussi la nouvelle tour, donc notamment, vous avez... Alors, je conseille toujours NASA Space Flight si vous voulez des actualités là-dessus. Ils ont des vidéos de résumé qui sortent tous les jours sur ce qui se passe et aussi des vidéos chaque semaine qui résument ce qui s'est passé la semaine. Donc là, on a une petite vue notamment du pad et de la tour de lancement et notamment un dernier truc qui a été fait récemment, c'est les chopsticks Alors, cette tour, et ça a été appelé comme ça par Elon Musk, donc c'est son nom officiel, c'est Mekazila. Je déconne pas. Donc là, vous avez notamment le bras rétracteur qui a aussi une sorte de pince, une mandibule, on peut le dire, qui permet de stabiliser le ship. Donc le ship, c'est la partie supérieure de Starship. Ça a changé de nom, il faut le savoir. Donc c'est le second étage. Donc ça permet de le stabiliser et aussi de charger tout ce qui est carburant et comburant via des lignes qui approvisionnent. Et vous avez du coup aussi les chopsticks qui, eux, sont littéralement, et je ne déconne pas, ça va permettre d'attraper ce qu'il y a à côté là, quand il redescendra du ciel. Alors, pas celui-là en particulier, parce que celui-là, il va finir juste dans la mer, mais dans le futur, SpaceX veut littéralement attraper leur booster avec ça. Genre, juste comme 2 branches, le booster arrive, il attrape et il le pose sur le pad. Je ne déconne pas. C'est vraiment ce qu'ils veulent faire. Et ce booster, pour information, est plutôt massif. Il fait 70 mètres de haut à lui seul. Il n'y a rien au-dessus. Il fait évidemment 9 mètres de diamètre. Donc, c'est un immeuble. Ils veulent attraper un immeuble avec 2 énormes trucs en métal. Ces trucs-là aussi sont beaucoup plus grands qu'il n'y paraît. Forcément, ça semble logique. Je ne sais pas s'il y a un point de référence qu'on peut utiliser sur cette image, mais c'est massif. Là, il y a des échafaudages, il y a des escaliers pour des êtres humains là-dedans. Donc, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ça fait plusieurs fois la taille de plusieurs camions alignés l'un derrière l'autre. Réellement très grand. Si vous mettiez une maison à côté, elle serait plus petite que ça. Vraiment. Donc, c'est juste... Je ne sais pas quoi dire. Quand vous voyez ça, vous êtes en mode... Sérieusement, c'est ce qu'ils veulent faire? Et puis ils veulent faire ça. Et pour info, ce truc-là, il y a des rails. Donc, vous voyez, il s'accroche à la tour. Il fait un câlin à la tour, littéralement. Et il peut monter. Et apparemment, il peut monter jusqu'à... Je sais plus jusqu'à où il peut monter, mais il peut monter jusqu'à pratiquement le plus haut possible sur la tour. Et vous avez un système de câblage qui n'est pas encore en place. Donc, c'est pour ça qu'il est maintenu avec une grue ici. Ça, c'est une énorme grue, d'ailleurs. La deuxième plus grosse grue au monde, si je me souviens bien, qui peut bouger, il faut le préciser. Et du coup, vous aurez des câbles qui viendront du haut et qui s'accrocheront dans justement ces chopsticks, comme ils les appellent, littéralement des baguettes, comme les baguettes pour manger. Et du coup, ça permettra de le faire monter, descendre. Et
le truc très important avec ces chopsticks, c'est qu'ils vont être utilisés aussi pour stacker le véhicule. Donc, prendre le booster et le mettre sur le pad, déjà. Donc, le booster pourra être roulé juste à côté. Le chopstick se met par-dessus, hop, l'attrape, le met sur le pad de lancement, qui est juste ici d'ailleurs. Et puis après, le ship, donc la partie supérieure, ce qui va vraiment dans l'espace, ils le prennent aussi et le mettent par-dessus le booster avec les chopsticks. Donc ça va servir à faire la plupart des choses. Et comme ça va attraper aussi le booster lors de la réentrée, et aussi il voudra apparemment réattraper un ship. Alors je dis plus Starship, comme j'ai dit, ça a changé de nom, mais donc ils veulent réattraper aussi les tâches supérieures de la fusée avec les chopsticks. Et ça, c'est juste en mode, ok, ça va être complètement fou à voir. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, mais j'aimerais vraiment le voir en tout cas. Et du coup, s'ils peuvent rattraper tout avec et les restacker avec, ils vont beaucoup plus vite. En fait, c'est ça l'avantage, c'est que oui, ils pourraient faire atterrir sur le sol, comme ils l'ont toujours fait avec la Falcon 9, mais quand vous faites réatterrir au sol, il faut après replier les pieds, il faut amener un véhicule pour le prendre, le remettre autre part. Du coup, ça implique des gens, et quand vous impliquez des gens, il faut attendre que la fusée soit sécurisée, parce qu'il y avait... C'était un truc où il y avait une explosion contrôlée, là, quelques secondes, donc ils vont pas tout de suite, ils attendent de voir que tout le carburant et le comburant ont été expulsés de la fusée avant d'y aller. Ça prend du temps et c'est pas ce qu'ils veulent. Eux, ils veulent pouvoir faire en sorte que ce booster revient d'avoir été lancé à un ship, donc là, un second étage. Il revient, il est remis sur le pad directement. On remet du carburant, on remet du comburant en même temps. D'abord, on remet un autre ship par-dessus, on remet le carburant et tout ça, et hop, il repart. Vraiment, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent pouvoir le relancer dans la même journée, en un rien de temps, et même, c'est plus que dans la même journée, c'est genre, en même pas quelques heures après qu'il ait déjà fait un lancement, c'est pour dire. Donc ça, c'est ce qui leur permettra de le faire. C'est complètement fou, selon moi, mais après, quand SpaceX avait dit qu'il ferait réatterrir des fusées, la plupart des gens étaient en mode, c'est de la folie, ils ne vont jamais y arriver. Et la Falcon 9 a réatterri je ne sais combien de fois, et c'est une énorme fusée aussi, hein. Plus petite que, évidemment, Starship, mais quand même assez grosse. Ils l'ont fait atterrir beaucoup de fois, donc, yep, peut-être qu'ils vont y arriver. Honnêtement, ils ont déjà fait des trucs assez fous, donc pourquoi pas. Le booster en tant que tel, je pense qu'ils vont y arriver. Parce qu'ils ont la précision, je dirais. Et surtout, ça va encore avec le booster, il y a de quoi l'attraper. Maintenant, pour le ship, donc le second étage, là, c'est beaucoup moins le cas. Parce que le ship, pour information, le problème, c'est qu'il a des tuiles de protection en céramique sur tout un côté. Du coup, je suis en mode, s'ils veulent l'attraper, ils doivent l'attraper. Il faut un truc qui dépasse pour l'attraper. S'il y a un truc qui dépasse, ce truc va être soumis à la chaleur de la réentrée. Donc, je vois pas mal de problèmes qui pourraient arriver. Il y aura certainement une solution qu'ils trouveront, mais il y a pas mal de problèmes à régler quand même, quoi qu'il arrive. Mais bon. Et d'autres news pour information, ils ont aussi fait des static fire justement du Ship 20. Donc c'est celui qui va être utilisé avec le booster 4 pour partir dans l'espace. Enfin, pour sa première orbite. Le booster, lui, n'ira pas dans l'espace, il va revenir et finir dans la mer, comme je dis. Et du coup, ce Ship 20 a eu un premier test. Alors, ils ont fait un premier test, mais qui n'était pas vraiment un static fire. Puis ils ont fait un static fire apparemment d'un de ces moteurs optimisés pour le vide de l'espace. Donc il a 3 moteurs centraux et puis 3 moteurs sur l'extérieur qui sont optimisés pour le vide de l'espace. Ils ont fait aussi un autre test après avec un ou plusieurs moteurs centraux qui, eux, permettent au ship de juste finir de se mettre en orbite quand il n'est pas tout à fait dans l'espace. Et aussi de réatterrir, surtout, c'est le plus important en réalité. Oui, c'est surtout réatterrir qui sert ces moteurs-là. Mais ouais, donc ça c'était une étape très importante. Maintenant, pour ceux qui se demandent quel est le plan, qu'est-ce qui manque pour arriver au premier lancement orbital, ils doivent peut-être encore faire quelques tests sur le ship 20, peut-être un static fire avec tous les moteurs cette fois-ci. Ils doivent faire des static fire avec le booster, ça c'est le plus important. Donc ils doivent faire avec les moteurs du centre, les moteurs un peu sur le côté, et puis les moteurs vraiment sur le côté. Et tous les moteurs en même temps aussi. Ça va être assez fou parce qu'il y a 31 Raptor, c'est le nom des moteurs, on l'envoie ici, ça c'est un Raptor, assez gros comme moteur de fusée.
Et il y en a 31 sur le booster. Donc ça va être un test assez intéressant. Et c'est pour ça que je dis qu'ils vont d'abord tester avec ceux du milieu, puis ceux un peu sur l'extérieur, puis ceux sur encore plus extérieur. Parce que s'ils testent tout en même temps, c'est très mauvais à mon avis. Vaut mieux pas qu'ils fassent ça. Donc ouais. Et à terme, ils en auront 33 d'ailleurs dans les boosters, pour ceux qui se demandent. Et ils doivent finir aussi, c'est ça qu'on voit, ils doivent finir le pad. Donc finir entièrement le pad et la ferme à carburant et comburant. Donc ça, si c'est pas fini, ils peuvent pas faire le lancement. Donc c'est pour ça que je dis que novembre, extrêmement optimiste. Décembre, assez optimiste. Janvier, plus réaliste. Et encore janvier, c'est même pas sûr. Donc, yep. Mais moi, je le vois à partir de janvier. On verra bien, genre fin janvier plutôt. Parce qu'avec Noël et tout ça, ça retardera certainement. Donc ouais, fin janvier, je vois bien ce lancement et ça va être... Franchement, ça va être génial. Ça, c'est quelque chose, je vous le dis. Il y aura un live sur la chaîne. Alors, jusqu'à maintenant, tous les tests comme ça, j'ai pas fait de live parce qu'ils étaient toujours à des moments un peu étranges, ça. Mais ce premier test, à mon avis, va être prévu à l'avance et tout. Il pourrait être repoussé et tout, mais ouais, s'il est à une heure potable, je ferai un live. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ouais. Aussi, un autre truc que j'aimerais faire, honnêtement, j'hésite réellement, énormément à juste faire une petite vidéo, peut-être par semaine, limite, d'update SpaceX, juste être en mode, voilà ce qui s'est passé chez SpaceX. Ça m'intéresserait. Mais ouais, parce que je regarde beaucoup de chaînes qui font ça et je suis en mode, hey, j'aimerais bien faire ça. Mais est-ce que je devrais le faire? Je ne sais pas. Bref. Et enfin, la dernière news, ça concerne moi et la chaîne plutôt, de manière générale. Déjà, vous avez le dernier Question Tech qui est sorti, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, Question Tech, c'est une série évidemment où vous pouvez poser des questions et j'essaie d'y répondre. Et c'est plus des questions généralistes, c'est pas du support technique ici, je tiens à le préciser, mais c'est quand même très intéressant. Donc, n'hésitez pas aussi d'ailleurs à aller voir les commentaires, même si vous n'avez pas de questions. Et si vous voyez une question que vous êtes en mode, oh, finalement, j'avais pas de question, mais celle-là, elle m'intéresse. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur ce commentaire. Comme ça, moi, après, je peux aller voir et dire, oh, ben tiens, il y a tous ces commentaires-là, ils ont beaucoup de pouces bleus. Ça veut dire que les gens veulent une réponse absolument. Et ça me permet de plus facilement trouver les questions qui intéressent le plus de gens. Après, j'essaie de lire un maximum de questions. Comme ça, je vois... Des fois, il y a des questions très intéressantes que personne n'a vues. Donc ça, je les sélectionnerai quand même. Mais bon, n'hésitez pas à le faire, quoi qu'il arrive. Et du coup, je voulais parler aussi un petit peu de l'aspiration que j'ai sur la chaîne d'avoir plus de contenu intéressant, selon moi. C'est quelque chose que j'essaye de faire depuis pas mal de temps, essayer de donner plus de temps à la chaîne Texama pour faire des vidéos qui sont intéressantes, mais tout en continuant d'améliorer les vidéos. Notamment, j'ai amélioré l'acoustique de la pièce pour avoir un meilleur audio pour certains types de contenus, notamment les lives et tout ça. On a des lives qui arriveront. Notamment, j'aimerais faire un live où je prends des très vieux PC. Genre, c'est des PC que j'ai récupérés quand quelqu'un a arrêté son entreprise. C'était avant le Covid, je tiens à le préciser. Donc, n'avait rien à voir avec ça. C'est juste qu'ils étaient en mode, oh, on arrête l'entreprise parce qu'on veut prendre notre retraite, basiquement. Du coup, j'ai récupéré genre 4 vieux PC, mais c'était très vieux PC. Il y en a un avec un Core Quad, il me semble. Et du coup, je vais essayer de les recycler, basiquement. Enfin, pas de les recycler, mais leur redonner une nouvelle utilisation, dirons-nous. Donc ça pourrait être plutôt intéressant. Et j'aimerais le faire en live parce qu'on va genre regarder chaque PC, essayer d'identifier les pièces intéressantes. Comme ça, vous pouvez voir un peu le process derrière de recyclage en quelque sorte. Il y a aussi le fait que on a des nouvelles séries comme Question Tech, mais aussi vos setups, où je regarde un petit peu vos setups. Ça change un petit peu des autres vidéos, c'est un peu plus fun et c'est ça que j'aime bien aussi, diversifier un petit peu plus les choses. Après, mon but, c'est pas d'être en mode, je tiens vraiment à le préciser, moi, le but de la chaîne Texama, ça reste toujours d'informer. C'est le plus gros but, informer les gens et guider les gens vers quelque chose qui est plus en accord par rapport à ce qui les intéresse réellement, ou les guider en tout cas vers quelque chose qu'ils devraient absolument prendre s'ils recherchent une carte graphique, un écran ou je ne sais quoi. Parce que mon intention, c'est surtout partie du principe que je me souvenais qu'avant que je crée la chaîne Texama, il y avait des gens qui savaient que je me connaissais au niveau tech, donc ils m'envoyaient des questions par mail. Et je peux vous dire que j'ai souvent eu des gens qui étaient en mode « Oh, j'ai acheté ce PC-là pour autant d'argent, il est bien ?» Et en fait, je regarde les specs du PC, je suis en mode « Il est pas très bien. » Du coup, ça me fait de la peine quand je vois vraiment quelqu'un qui a utilisé son argent, qu'ils ont travaillé des fois très durement pour avoir, pour au final acheter quelque chose qui n'est pas bien, en fait.
Donc j'essaye, c'est le but général de la chaîne, de guider les gens vers ce qu'ils devraient absolument acheter. Donc que ce soit via des guides d'achat, ça c'est quelque chose évidemment que je fais beaucoup, il faut que j'en fasse un nouveau d'ailleurs, que ce soit aussi juste des vidéos où je conseille, par exemple, la vidéo où j'ai pris un PC à 100 €, puis j'ai remis une carte graphique dedans et ça a donné un petit PC gaming très intéressant. Ça, c'est toujours valable d'ailleurs. Pour ceux qui se demandent, j'ai vu quelques offres sur eBay, et c'est toujours tout à fait valable ça. Bon, c'est un peu compliqué de trouver des cartes graphiques, mais le PC en tant que tel, vous pouvez les trouver pour vraiment pas cher. J'en ai vu un à 109 € avec un Core i5 4590. Genre, c'est pas le processeur le plus récent, mais ça reste très bon pour la bureautique. Et genre, c'est 109 € quoi. C'est imbattable pour ce prix. Et si vous mettez une carte graphique dedans, genre, vous avez un petit PC de jeu tranquille. Donc, ouais, c'est toujours valable. Et c'est même encore plus valable qu'avant. Il y a aussi un truc que j'aimerais faire, parler de Xeon. Vous pouvez acheter des vieux Xeon, même des fois weaker, pour presque rien, franchement. Et vous faire un petit PC avec ça. Ça aussi, c'est génial. C'est pas les meilleurs PC pour le jeu, mais genre, ça coûte pas cher, donc ça vaut totalement la peine. Donc ouais, il y a tellement de contenu à faire là-dessus, mais c'est le but de la chaîne en tout cas. Et du coup, continuer de développer la chaîne, faire plus de contenu. Vous devrez voir une accélération un petit peu au niveau du nombre de vidéos. Mon but, ce serait d'avoir 3 vidéos par semaine qui sortent. Donc le Tech Sama Show, une vidéo souvent de tests ou recommandations d'achat, et puis une vidéo un petit peu plus genre question tech, vos setups ou autre chose. J'ai aussi d'autres contenus qui arrivent, comme un truc que j'aimerais faire. Ça fait longtemps que j'en parle, mais il faut vraiment que je le fasse. C'est avoir un truc comme le Tech Sama Show, mais où j'ai un invité. Et on parle d'actualités qui concernent l'invité. Donc notamment, on a un photographe, on va parler de tout ce qui concerne des news photographie. On a un scientifique, on va parler de news au niveau scientifique. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je veux absolument faire parce que je trouve ça hyper intéressant, tout simplement. Comparé au Tech Sama Show classique qui est juste genre, les gros trucs tech de la semaine. Parce que c'est basiquement ça, le Tech Sama Show. Mais bon. Il y a aussi une idée de live que j'aimerais faire, c'est support technique. Donc ça, c'est justement pour toutes les autres questions qui sont très spécifiques, qui ne peuvent pas aller dans questions tech. C'est basiquement faire support technique en live, et juste en mode posez-moi vos questions et j'essaye d'y répondre. Je ne promets pas de régler tous les problèmes, mais je vais essayer en tout cas. Et voilà, ça ne fait pas de mal de faire ça selon moi, et ça pourrait aider certaines personnes. Et puis s'il y a des personnes aussi dans le chat qui savent la réponse, ça permet de les mettre en contact, donc c'est plutôt une bonne chose selon moi. Donc yep, ça c'est quelque chose aussi que je veux faire. Tellement de contenu à faire en réalité. Tellement aussi de contenus qui selon moi ne sont pas du tout exploités pour le moment dans la communauté. Que ce soit FR et même un petit peu anglaise en réalité. Bon, en anglaise, il y a tellement de youtubeurs qu'en réalité, il y a forcément un que je connais pas qui le fait, mais bon. Dans tous les cas, dans la communauté française, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas faites, donc ouais. Enfin bref, on va rester là. J'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouvera pour un prochain Tech Sama Show et je vous dis ciao ciao.